On passe tout de suite à la présentation des personnes qui vont intervenir dans cette table ronde. Moi-même, donc, je suis Monique Alperne. Michèle Loup sera modératrice. Alors Michèle est conseillère régionale d'Île-de-France, en charge d'une mission égalité hommes-femmes. Elle est vice-présidente de la commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Interviendront dans l'ordre sur chacun des 3 points que nous avons inscrits à l'ordre du jour de cette première table ronde. Alors, dans l'ordre, premièrement, Danielle Gaudry. Alors, Danielle est gynécologue obstétricienne en Île-de-France, associée au planning familial depuis les années 70, je crois. Et puis depuis, elle a accompli des travaux juridiques autour de la loi de 2001 sur l'IVG. Elle participe au groupe national d'appui au ministère, je suppose, c'est celui de la Santé, au ministère pour l'application de cette loi. Actuellement, elle est membre du bureau confédéral de la commission avortement et du groupe de travail bioethnique du planning familial. Donc, une praticienne médicale. On reste dans cette multiplicité et croisement des spécialités qui a été évoquée par le vice-président d'emblée pour présenter ses travaux. Ensuite interviendra Stéphane Lavignotte. Il est pasteur. Voilà, Stéphane est là, il est pasteur. Il est ancien journaliste et actuellement très occupé avec la Maison Verte, qui est un centre social de quartier. Et si j'ai bien compris, il s'agit de voir comment les associations chrétiennes peuvent travailler avec les personnes gays et lesbiennes en vue d'une inclusivité de la place des minorités dans nos sociétés. J'ajoute qu'il a écrit plusieurs ouvrages, dont Vivre égaux et différents et d'autres encore. Donc c'est le côté, à partir donc du pasteur, donc du religieux. Troisième intervenante, Michèle Ferrand. Elle est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Et donc elle est associée à l'INED, l'Institut d'études démographiques. Et ses principaux travaux portent sur l'avortement, la contraception, en particulier la contraception d'urgence en Afrique, et elle travaille également sur le contexte de la sexualité en France. Elle a publié beaucoup d'ouvrages. Je lui laisse le soin donc de l'évoquer elle-même après. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Notre table ronde s'intitule « L'accès aux droits sexuels et reproductifs est-il démocratique ?» Donc je vais poser une première question à nos 3 intervenants et intervenantes. Les droits sexuels et reproductifs sont-ils vraiment accessibles à toutes les femmes? Je crois que poser la question est déjà y répondre. Donc la question déjà m'a intéressée parce que pour moi la démocratie passe effectivement par la garantie du choix à un accès aux droits. Et c'est vrai que actuellement cette garantie du choix, même dans notre pays, même dans notre région, peut être effectivement interrogée. Quand on parle des droits sexuels et reproductifs, on peut penser à 2 sortes de droits. Il y a les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, ce qui concerne effectivement les infections sexuellement transmissibles, la contraception, l'avortement, le suivi pré- et post-natal. Et puis, il y a ceux qui concernent les choix de vie, c'est-à-dire le droit de choisir son conjoint, le droit de choisir le nombre de ses enfants, le droit de ne pas subir de violences sexuelles, etc. Ces droits étant très bien énumérés et décrits dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces droits sont-ils vraiment accessibles à toutes les femmes? Alors, en matière de santé, déjà,
Alors, le maillage du territoire au niveau sanitaire a été très très bien étudié, réétudié récemment, que ce soit pour les structures de santé publiques, privées, centres de santé, PMI, centres de planification et centres associatifs, à l'occasion des grands débats autour de ce qu'on a appelé le SROS 3, c'est-à-dire en gros la carte sanitaire. Et le constat est que la proximité en particulier, la proximité qui quand même garantit une facilité d'accès aux soins, n'est pas franchement au rendez-vous pour toutes les femmes. En milieu rural, il y en a en Île-de-France, des régions, des départements plus ruraux que d'autres. L'anonymat, par exemple, est extrêmement difficile à garder. Or, un certain nombre de femmes ne voudront pas aller justement pour cette recherche de secret et d'anonymat, aller dans le centre le plus proche de leur domicile, car elles auront peur d'y être vues. Et donc que le quartier sache qu'elles avaient besoin d'une consultation pour une IVG, pour une contraception d'urgence quand il s'agit par exemple de l'acheter à la pharmacie. Donc c'est vrai qu'en milieu urbain, c'est un petit peu plus facile. Les moyens de transport en commun facilitent le transport, effectivement, et nous voyons, moi je suis dans le Val-de-Marne, nous voyons très régulièrement des jeunes femmes ou des jeunes couples arriver du Val d'Oise ou des Yvelines, c'est-à-dire qu'elles traversent toute la région parisienne. Alors on reviendra sur ça, mais l'anonymat est un facteur important. Par contre, toutes celles qui ont des difficultés à accéder au transport, c'est un obstacle. Donc, les très très jeunes qui sont très surveillées par le milieu familial vont se retrouver à devoir inventer des histoires pas possibles pour se trouver une demi-journée pour aller un peu plus loin de chez elles. Et où les femmes, effectivement, sans autonomie de locomotion aucune, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de demandes, il faut que les rendez-vous correspondent à l'emploi du temps du conjoint, parce qu'il faut qu'elles soient accompagnées. Alors ça, on pourra y revenir dans le questionnement, mais c'est aussi une réalité de tous les jours. Il y a également, dans l'inégalité, il y a la méfiance vis-à-vis du secret médical non gardé. Alors ça, c'est quelque chose de particulier. Elles n'iront pas voir le médecin de famille, que ce soit l'adolescente ou même la femme mariée ou vivant en couple, car elle aura peur que, quelque part, dans le discours du médecin rencontrant le reste de la famille, il y ait des renseignements qui s'échappent et que leur intimité ne soit pas préservée. Alors, oui. Ça va être très dur. L'aspect financier dans les inégalités est absolument très très important. Le prix de la consultation qui ne peut pas être pris en charge parce qu'elles sont ayant droit de leur mère, de leur père ou de leur conjoint, et donc elles n'ont pas le remboursement possible. Il y aura le prix de la contraception qui n'est pas remboursé, et il y en a de plus en plus, on pourra y revenir plus tard, et que certaines femmes ignorent qu'il y a encore des contraceptions remboursées. Il y en a. Donc il faut les demander, elles existent, elles sont très bien tolérées, et il n'y a pas de raison de passer par une contraception forcément non remboursée. Il y a pour les IVG médicamenteuses l'impossibilité d'avancer les 191,74 € pour une IVG médicamenteuse faite en ville. Alors, le droit, c'est vrai, inscrit l'égalité d'accès en instituant des structures où les femmes les plus vulnérables peuvent être reçues, non assurées sociales, mineures. Mais l'information sur ces lieux est absolument inégale entre toutes les femmes. Donc il y a un travail à faire également là-dessus. Et la répartition de ces possibilités d'accès à ces structures est dépendante des choix politiques, des conseils généraux en particulier. Et donc on va se retrouver avec des départements où les centres de planification en particulier sont rares et d'autres où ils sont nombreux. Alors, en matière de droit de choisir sa vie, alors les inégalités sont encore plus flagrantes. Les filles, elles sont soumises aux modèles admis dans leur famille, dans les médias, dans leur groupe.
elles peuvent se situer dans une opposition, une révolte et même des conduites à risque, en croyant faire la recherche de leur autonomie. Elles peuvent choisir un mariage plutôt forcé pour avoir la paix avec leur famille. Elles peuvent, parce qu'une rupture familiale est impensable. Elles peuvent choisir d'avorter pour garder leur compagnon. Ça, c'est fréquent. Et on peut choisir au contraire de garder une grossesse parce que la maternité sera le moyen de trouver sa place dans la société. Et on peut choisir de rester au domicile, même si on y subit des violences, parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Donc, c'est vrai que la question sur vraiment sont-ils accessibles à toutes les femmes, je réponds bien sûr. On ne peut pas dire qu'être une femme prise dans un milieu religieux, on ne peut pas dire que ça favorise l'accès aux droits sexuels et reproductifs. C'est un très gros euphémisme. Du côté des discours, les religions sont des positions plus différentes qu'il n'y paraît. Du côté de l'avortement, globalement, les discours sont opposés à l'avortement, assez, voire très violemment opposés à l'avortement, avec des gros bémols côté protestant, où les églises plutôt historiques et anciennes sont favorables plutôt à l'avortement, au droit à l'avortement. La fédération protestante dans les années 70, au début des années 70, ayant joué un petit rôle par rapport à ces questions-là. Il y a des petits bémols du côté de l'islam et du judaïsme liés au fait qu'on prend en compte les risques pour la santé de la mère, mais ça reste quand même assez réduit. Du côté de la contraception, le phénomène est plutôt inversé. C'est seul le catholicisme qui est opposé à toute contraception en dehors de ce qu'ils appellent la contraception naturelle. Autant dire rien du tout, quoi. Mais notamment, on ne le sait pas assez, mais dans l'islam, dans la mesure où c'est dans le cadre du mariage, favorise la contraception, mettant en avant notamment la nécessité du plaisir sexuel dans le couple. Je mettrai un bémol un peu plus tard sur comment ça se croise avec la question du pouvoir dans le couple entre l'homme et la femme. La difficulté, c'est comment les discours religieux sont impactés par les réalités sociales. Parce que globalement, les personnes des milieux populaires participent aux courants religieux les plus piétistes et les plus conservateurs, qui sont aussi les plus moralistes et les plus restrictifs sur ces questions. On pourra donc avoir des courants comme dans le protestantisme ou dans le judaïsme, où a priori ça pourrait être ouvert d'un point de vue théorique, et puis parce qu'on est dans un milieu très conservateur et très piétiste, ça se retrouve entièrement refermé. Il faut là mettre un bémol peut-être, et il y aurait un travail plus précis à faire sur ce qui se passe du côté de ce qu'on pourrait appeler les courants néoconservateurs. Si vous allez voir, amusez-vous, allez voir sur le site de la Ligue des femmes musulmanes qui est proche de l'UEIF, et allez voir contraception. On a une explication pourquoi une bonne musulmane qui respecte le Coran peut avoir accès à la contraception, et les 3/4 de la fiche détaillent toutes les méthodes de contraception. Il y a là un courant qui a décidé de revenir à la théologie et au texte du Coran, en essayant de passer par-dessus les traditions, le culturel local, etc. Donc là, il y a des choses à aller voir, je mets plutôt en interrogation. Sur le fond, une partie de l'enjeu est de savoir en fait où les religions mettent la transcendance. Éric Fassin se demandait si les religions allaient continuer à s'arc-bouter contre la modernité démocratique au nom de la transcendance pour continuer de défendre des vérités ahistoriques et apolitiques, soit des essences naturelles. Est-ce que les religions vont continuer à considérer l'homme, la femme, le père comme des transcendances absolument historiques qui seraient marquées dans ce qu'elles doivent être, seraient marquées par la religion, comme on verrait dans la Bible par exemple que le père c'est ça, la mère c'est ça, l'homme c'est ça, la femme c'est ça. Ou alors est-ce qu'elles sont capables d'intégrer que ce sont des réalités historiques, sociales, soumises au changement, et que s'il doit y avoir une place de la transcendance, elle est ailleurs que de vouloir normer les réalités, elle est à notre niveau, par exemple, à un niveau d'interrogation. Cette question, à mon avis, se pose d'autant plus que les transcendances religieuses ont épaulé et se sont trouvées épaulées par un certain nombre de transcendances laïques. On a vu récemment dans les débats
que du côté de certains discours, par exemple psychanalytiques, on avait une tendance à parler d'une différence des sexes, dans la différence des générations, d'une manière souvent ahistorique et asociale, et à faire là à nouveau des figures du père ou de la place du père qui, si elles bougeaient, si elles étaient transformées, provoqueraient des catastrophes. Et là, ces transcendances laïques et certaines transcendances religieuses se retrouvent du coup un peu main dans la main pour bloquer ou pour contester un certain nombre d'évolutions des droits à la fois des personnes LGBT, mais aussi, par exemple, des droits des femmes sur, par exemple, l'augmentation des droits des femmes dans la sphère familiale. Le contre-pied, c'est-à-dire que contrairement à ce que viennent de dire les interlocuteurs précédents, je pense que dans une certaine mesure, en France, la quasi-totalité des droits sexuels et reproductifs sont bien respectés. Alors, cette position, c'est une position comparative. Quand on compare avec l'ensemble du monde, on se rend compte que d'une certaine façon, ce sont des exceptions, les femmes qui n'ont pas accès aujourd'hui à leurs droits reproductifs. Ce sont des exceptions, c'est-à-dire que, en principe et en théorie, ces droits sont admis. Mais quand on parle d'inégalité, on renvoie à deux choses. On renvoie aux inégalités hommes-femmes et aux inégalités entre femmes. Alors, en même temps, tout ce que mes prédécesseurs ont dit est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des raisons matérielles qui font que un certain nombre de femmes peuvent avoir des difficultés d'accès. C'est-à-dire plutôt que de parler de non-respect des droits, moi je parlerais de difficultés concrètes. Et ces difficultés concrètes, elles existent pour des raisons étatiques, politiques, économiques, etc., etc. Mais par contre, il me semble peut-être plus important d'insister sur le fait que pour réclamer un droit, faut-il encore le connaître? C'est-à-dire que je pense que ce qui favorise cette inégalité des femmes, c'est le sentiment, ou plutôt l'inexistence du sentiment qu'elles ont ces droits. Je reprends l'exemple que tu avais dit au début de la femme qui veut pas aller dans un centre de planification en face de chez elle pour réclamer, ou chez son pharmacien pour réclamer la pilule du lendemain. Ça veut bien dire que pour elle, c'est pas un droit. Si elle le pensait comme un droit, elle irait naturellement. J'y ai droit. Donc, ça veut dire quoi, ce droit? Ça veut dire qu'il est limité, et il est limité par bien d'autre chose que des aspects matériels. Il est limité par une idée de ce qu'est la femme aujourd'hui, de ce qu'est la mère, de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle peut faire, et de son degré de liberté, en quelque sorte, dans la société. Je prendrai un autre exemple. À mon point de vue, le libre choix à l'orientation sexuelle est relativement respecté dans la société. Il y a des discriminations éventuelles, mais le principe n'est pas remis en question. En même temps, quand on étudie du point de vue épidémiologique, par exemple, la santé des lesbiennes est beaucoup moins garantie, d'une certaine façon, que celle des hétérosexuels n'ayant pas de pratique homosexuelle. Elles sont beaucoup moins. Les statistiques épidémiologiques montrent qu'elles sont beaucoup moins suivies, par exemple, sur le plan gynécologique, simplement parce qu'elles ne sont pas considérées comme à risque gynécologique. Alors que ça soit, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à la bisexualité éventuelle, ou on ne pense pas aux incidents gynécologiques indépendamment de la sexualité et de la reproduction, dont les lesbiennes sont exclues a priori. Je pense aussi qu'une des limitations de ces droits s'inscrit dans les rapports de pouvoir, et ces rapports de pouvoir inégalitaires se situent
Oui, se situe, par exemple, entre les femmes et les médecins. L'hypermédicalisation des droits sexuels et reproductifs en France est une limite de ces droits et une limite d'accessibilité des femmes à la libre disposition de leur corps. La focalisation sur la pilule, des choses aussi stupides que le fait qu'on met pas en France, on ne met pas de stérilet à dénulipare, etc., etc. L'autre aspect est aussi l'aspect des inégalités hommes-femmes et de ce que les femmes intègrent, je ne dis pas consentent, mais intègrent de la domination masculine, mais ça j'y reviendrai dans les questions suivantes. Quelques mots-clés, les problèmes. Daniel Gaudry nous a parlé en fait du manque de liberté de choisir, dû à des considérations liées à la proximité, à l'anonymat, à la surveillance des jeunes, aux problèmes de confidentialité. Également un autre point, le coût, tant de la contraception que de l'IVG. Et en fait, elle a conclu sur le fait que les droits étaient formels, mais pas réels. Stéphane, un peu dans le même sens, nous dit il y a des droits reconnus, mais en fait, dans certaines religions, mais qui sont contrebalancés par les milieux conservateurs, qui en fait ne les reconnaissent pas dans la réalité des faits. Et Michel nous dit mais ces droits en fait ils existent, ils sont respectés globalement en France, mais ils trouvent des limites liées aux difficultés d'accès pour des raisons matérielles notamment, mais aussi par la place et le rôle des femmes dans la société. Nous allons passer à la deuxième série de questions. Quel déterminant ou quelle force porte atteinte aux droits sexuels et reproductifs? Bon, déjà, quel déterminant? Bon, le déterminant principal, c'est l'oppression spécifique dans le système égalitaire homme-femme, et renforcé largement par le libéralisme et ses priorités politiques en matière de santé. Sur les autres aspects, je pense que mes co-intervenants... donc, je parlerai essentiellement en matière de politique de santé. Donc les priorités actuelles ne sont plus du tout, j'allais dire, comme on a pu le vivre à un moment donné, c'est-à-dire que la solidarité, principe de base de l'assurance maladie, est complètement actuellement abandonnée, puisque la santé se gère comme n'importe quel domaine économique actuellement, et avec les objectifs à atteindre, les restructurations, et la loi Bachelot accentue encore plus cette tendance, puisque l'hôpital doit être rentable. Les franchises que vous payez nous responsabiliseront. Et également, il y a une notion qui est intéressante, qui est la notion de soin de confort qui n'est pas remboursé. Alors, la contraception est-elle un soin vital ou un confort ? Par cette notion de confort, la plupart des contraceptifs hormonaux ne sont pas remboursés. Pilules, patchs, anneaux, vaginaux, accessibles donc seulement à celles qui peuvent les payer. Donc certains mois elles peuvent les payer, d'autres mois elles pourront pas les payer, et donc ça c'est une politique tout à fait consciente. Du fait du mécanisme de détermination du prix des médicaments également, les laboratoires pharmaceutiques préfèrent mettre sur le marché des produits non remboursés avec un prix libre plutôt que de demander un dossier de remboursement avec un prix fixé par le ministère. Autre exemple, la pratique de l'IVG en hôpital est payée en dessous de son prix coûtant, et ça tout le monde le sait, enfin en tout cas nos responsables au niveau du ministère. Dans le secteur privé, donc c'est tout simple, les établissements arrêtent cette pratique ou bien les restreignent à un petit nombre, et donc certains départements, en particulier en Île-de-France, se retrouvent en pénurie complète d'établissements qui pratiqueront les IVG. Et puis dans le secteur public, où la loi oblige l'organisation de la pratique des IVG, alors on assiste quand même à une réduction du nombre des IVG, ou du fait de restructuration des hôpitaux, comme à l'assistance publique, on se retrouve avec des centres d'IVG qui ferment, et actuellement on en a donc 3 sur Paris et la Petite Couronne qui effectivement ferment. C'est pas pour, alors ça mutualise les moyens technique et en personnel, mais ça veut dire réduire également le nombre d'IVG pratiqués sans du tout se préoccuper des besoins en la matière.
On voit également un autre exemple, la pratique des IVG médicamenteuses qui se développe, non pas parce que les femmes le choisissent, mais parce que ça fait une économie en temps de médecins et en temps de bloc opératoire. Donc ça, ce sont des exemples sur lesquels on pourra revenir, si vous le souhaitez, dans le débat, mais qui montrent que, effectivement, les déterminants qui sont à l'œuvre actuellement sur, j'allais dire même une régression de l'accès à ces droits, c'est quand même des déterminants politiques et économiques. Je voudrais insister sur un autre déterminant qui influe notamment sur les questions sexuelles, c'est le pouvoir respectif de l'homme et de la femme dans le couple. En effet, si il y a un accès à la contraception sur la femme qui, par exemple, est autorisé par l'islam, le judaïsme ou un certain protestantisme, si dans le même temps, dans le couple, c'est l'homme qui a le pouvoir de tout décider, y compris de la contraception de sa femme, on voit bien que c'est un déterminant qui annule complètement le peu d'ouverture qu'il pouvait y avoir. Ça rejoint ce qui a été dit en introduction de la conférence, c'est combien le privé est politique et combien la question est celle de l'élargissement du démocratique à des questions qui étaient considérées jusque-là comme de l'ordre du privé, par exemple les questions sexuelles, et la thématique donc d'une démocratie sexuelle qui, du côté de la théologie, obligerait les théologiens à rentrer dans l'âge d'une théologie démocratique, c'est-à-dire qu'ils soient capables de prendre en compte cet élargissement du démocratique et du fait que ce qu'ils auraient bien voulu mettre sous la cloche de vérité naturelle ou d'un ordre naturel comme l'homme, la femme, l'homme avec la femme, etc., est remis en cause par le social. Pour parler un peu de l'expérience de terrain de la Maison Verte, parmi les femmes que nous recevons pour les cours de français, le sujet est abordé dans ces cours, pas de manière courante, mais il l'est. Le choix a été fait de cours qui ne réunissaient que des femmes, où les enseignants sont des femmes, pour faciliter la parole, pour qu'il y ait un échange entre femmes qui permette que le vécu des personnes prennent le dessus ou puissent se faire entendre par-dessus les conceptions religieuses ou culturelles. Bien sûr, dans le retour dans le milieu familial, la pression familiale ou religieuse redevient forte, et donc après, ce qu'on peut espérer, c'est que dans ce moment entre femmes, elles ont pu acquérir aussi une confiance en soi, des capacités d'argument qui leur permettent de reprendre de la capacité d'agir dans le milieu familial. Les mères que nous rencontrons gèrent la vie de leurs enfants, et donc aussi tout le travail qui va avec. Donc elles le gèrent plus que les pères. Ce sont nos interlocutrices quand, par exemple, nous avons l'an dernier organisé une sortie à l'exposition d'éducation sexuelle de la Villette, l'exposition Le Zizi sexuel, à partir des dessins de Zepp. Et bien que nous ayons annoncé de manière explicite quel était le sujet de cette exposition, aucune des familles n'a refusé que son enfant y vienne. Des femmes de religions différentes y étaient présentes. C'est pour souligner que, pour moi, une des contre-déterminations finalement à mettre en place, c'est de savoir quel espace, quelles opportunités sont offertes aux femmes pour sortir de chez elles, pour rencontrer d'autres femmes, pour s'informer, quels matériaux leur sont offerts pour construire un point de vue autonome qui leur permette de prendre en charge leur contraception et de réarticuler leur vécu, leur pratique et leur autonomie avec, y compris leurs croyances, les choses auxquelles elles croient, et puis les discours religieux qui leur sont opposés. Ce qui porte atteinte aux droits sexuels et reproductifs sont pas évidentes à mettre en évidence dans la société française d'aujourd'hui, sinon, justement, encore une fois, sous l'angle de la normativité des conduites et des comportements. Les femmes aujourd'hui se trouvent face à une double injonction, s'épanouir en tant que femme et individu, et avoir un enfant. Dans la société française d'aujourd'hui, une femme sans enfant reste toujours une femme non aboutie totalement, socialement et individuellement. Alors, la contraception et l'accès à l'avortement ont en fait
placer les femmes et les hommes apparemment à égalité devant les risques, si on peut parler de risques, mais oui, pourquoi pas, les risques de la sexualité, et elles sont donc normalement à égalité devant le risque de grossesse, à égalité avec les hommes, si elles prennent les précautions qu'on leur a suggéré de prendre. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas si simple, justement, et que face aux injonctions normatives et face encore à ce qu'elles pensent de ce que les hommes attendent d'eux, elles sont elles-mêmes, elles mettent elles-mêmes des freins à ces droits et à leur liberté. Je prends un exemple très très simple qui est la protection d'un rapport sexuel banal, mais où les partenaires se retrouvent depuis un mois, et puis bon, alors il y a un préservatif, ils le mettent, et puis ils s'endorment, et puis ils se réveillent, et il n'y a plus de préservatif. Bon. Dans ces cas-là, la femme peut être amenée, et on a plusieurs exemples dans nos entretiens, à prendre le risque de ne pas protéger ce rapport. C'est-à-dire, elle sait très bien ce qu'elle risque, mais elle va, pour faire plaisir à son partenaire, pour se faire plaisir aussi, mais pour faire plaisir à son partenaire, elle va renoncer à plutôt prendre le risque de la grossesse. Voilà, je pense que quand on réfléchit aux freins et aux déterminants qui caractérisent les comportements d'utilisation d'un droit, il faut toujours le resituer dans un contexte très précis. Et c'est pour ça que je suis gêné de parler d'inégalité de droit, mais que je parlerai plus facilement d'inégalité de situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes à risque ou moins de femmes à risque, même si on sait que les jeunes sont pas assez informés, que certaines jeunes filles de milieu maghrébin sont, elles aussi, ont des difficultés d'accès, mais d'une façon globale, c'est plutôt que de femmes à risque et de groupes à risque dont il faut parler de situations à risque. De la part de Daniel, qu'il y avait un problème principalement sur les choix budgétaires et donc les choix politiques, puisque les budgets sont faits par les politiques principalement, que ce soit en termes de moyens donnés ou de remboursement. En ce qui concerne les déterminants de Stéphane, c'était le poids de l'homme dans le couple et qui décide. Et il a abordé le contre-déterminant et en termes de donner des lieux de parole aux femmes pour qu'elles puissent prendre en main une capacité d'agir et d'être autonomes. Et Michel nous parle de double injonction, et bien souvent ces doubles injonctions sont toujours contradictoires, entre s'épanouir ou procréer, et les femmes se mettent elles-mêmes des freins dans la tête et acceptent des prises de risques, et souvent pour faire plaisir à l'autre. Alors là, c'était beaucoup plus difficile de rester en Île-de-France seulement, et sur cette question. Les conséquences, en réalité, elles sont simples. Effectivement, on en a parlé, l'accès géographique, l'accès du fait de situations sociales, culturelles. Il est évident qu'une femme mieux informée aura mieux accès à ses droits. Bon, ça sont vraiment des généralités. Et même si les statistiques montrent que la paupérisation est pas aussi accentuée en France que dans d'autres pays, n'empêche que la paupérisation des femmes en particulier renforce les difficultés à l'accès à ces droits. Alors,
pour moi et pour le planning, c'est vrai que ces droits font partie des droits humains fondamentaux et même des droits, j'allais dire, vitaux, puisque on sait que la surmortalité et la surmorbidité féminine diminuent dès que, dans une société, l'avortement est fait dans de bonnes conditions, légales et médicales, et où les grossesses sont mieux espacées, où l'accouchement se fait avec du personnel formé, et où les structures de santé, le traitement des IST sont soignés, et où les mariages précoces sont interdits. Donc on sait que, par rapport à ces droits, c'est vrai que là, les conséquences, en tout cas en France, sont relativement réduites, effectivement, par rapport à d'autres pays, dont Maïté en a parlé. Alors c'est vrai que le chemin vers l'accès à ces droits de façon complètement idéale est encore largement difficile, j'allais dire, puisque on peut quand même voir actuellement la résurgence d'obstacles que nous pensions, je veux dire, ma génération, appartenir effectivement au passé. Alors, l'autonomie des femmes, oui, je reprendrai ça elle est difficile à maintenir, à obtenir, et pourtant c'est par là que ça passe. Il faut que ces femmes arrivent à reprendre des forces pour garder leur autonomie. Et actuellement, c'est vrai que c'est difficile dans certaines populations, et même, je suis complètement d'accord avec Michel Ferrand, les femmes intègrent tellement le discours dominant, c'est qu'on a beaucoup de mal à garder notre autonomie. Sur la question de la santé proprement dite, la question, il y a des femmes qui viennent à la Maison Verte qui, d'origine d'Afrique subsaharienne, ont subi l'excision quand elles étaient petites, et c'est quand elles rentrent au pays avec les enfants qu'on s'inquiète auprès d'elles avec leurs enfants, pour leurs enfants quand elles rentrent, de ce qui pourrait arriver. Donc il y a des discussions là-dessus, mais peu de choses sur la santé. Le sentiment que me donnent les échanges que j'ai avec les femmes qui viennent chez nous, c'est que, donc plutôt de milieux immigrés, c'est que c'est surtout la question de l'inégalité de leur relation homme-femme qui est lourde. Alors, sur un autre plan que je vais évoquer tout à l'heure, c'est que la répartition, l'homme travaille à l'extérieur, la femme s'occupe du foyer, même si les conditions de travail des hommes, surtout sans papier, est particulièrement dure, ça fait quand même une charge de travail qui n'est pas égale. Et on a l'impression que les couples ne font pas grand-chose ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas particulièrement de vie de couple, ou en tout cas de moments où ils font autre chose que travailler ou s'occuper des enfants et avoir autre chose pour s'enrichir, pour avoir une vie d'amoureux, etc. Alors on me dira c'est une autre culture, etc. Mais j'arrive pas à rentrer dans cette façon de classer les gens dans des boîtes culturelles aussi fermées. Et je m'interroge aussi sur ce que ça construit justement comme image du couple, du bonheur, de qu'est-ce que ça doit être des relations entre un homme et une femme pour leurs enfants. Et donc là encore, je pense que ce qui est là où on essaie d'être utile, c'est justement ouvrir les représentations, créer des occasions d'échange, faire que leurs enfants voient une diversité, voient des gens d'autres milieux, d'autres modes de fonctionnement, pour essayer de se dire que il n'y a pas un seul modèle de couple, mais une diversité qui leur permettra ensuite de construire des relations plus équilibrées. En disant que je pensais qu'il y avait assez peu d'inégalités en France en matière de droits reproductifs si on excluait un certain, notamment peut-être ces populations très défavorisées. Sur la santé, je dirais la même chose, c'est-à-dire que ces populations migrantes ou sous contrôle, elles ont aussi un accès difficile à la santé en général. Donc c'est pas spécifique, et je dirais même que le côté, c'est un des bons côtés peut-être de la France, le côté nataliste
procréateur de l'État français fait que c'est probablement autour de la pratique de ces droits que ces femmes en difficulté par ailleurs, en difficulté économique, sont plutôt le mieux suivies. Donc je dirais que ces droits, l'existence même des droits reproductifs et sexuels, notamment en matière de procréation, va plutôt ne pas creuser d'inégalités sanitaires entre les femmes. Et simplement, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est justement ce que tu disais, c'est-à-dire l'absence de morbidité associée à l'avortement. Alors, on pourrait développer sur la pilule et les dangers de l'hormonothérapie, etc., etc. Bon, en 5 minutes, c'est pas possible. En revanche, cette question m'a laissé très perplexe sur sa deuxième composante, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ces inégalités sur l'état des relations hommes-femmes. Alors, moi, ça m'a laissé complètement perplexe parce que c'est exactement dans l'autre sens que je l'aurais exprimé. Alors, pourquoi est-ce que je l'aurais? Parce que, en fait, je suis en discussion à l'heure actuelle, plutôt Nathalie Bajos et moi, là, nous discutons pied à pied avec Françoise Héritier sur la question de savoir si ces nouveaux droits sont le levier, comme elle le dit, de la subversion de la domination masculine. Et là, ça m'apparaît pas si simple. Hein. Donc, si vous voulez, si on essaye vraiment de répondre à la question, ça voudrait dire que un certain nombre de femmes qui n'ont pas vraiment accès à ces droits reproductifs se verraient, pour cette raison, dans une situation d'oppression par les hommes plus forte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est évident. C'est évident que les femmes qui n'ont pas accès aux droits reproductifs se trouvent dans une situation par rapport aux hommes extrêmement beaucoup plus soumise. Mais pour autant, c'est ce que je disais dans la partie précédente, c'est pas parce que les femmes ont accès aux droits, voire même savent quels sont ces droits, qu'elles vont d'abord en faire usage et surtout qu'elles vont les utiliser dans la modification des rapports hommes-femmes. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Dans l'enquête CSF, on a posé une question qui était: par nature, pensez-vous que par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes? Les femmes ont répondu majoritairement oui. Et elles y ont répondu plus majoritairement que les hommes. Et la seule variable, la seule caractéristique sociologique faisant varier cette opinion, c'était le niveau de scolarisation. Plus les femmes sont éduquées, plus les hommes sont éduqués, moins ils pensent que c'est par nature. J'ai retenu 2-3 petites choses que je livre à votre sagacité. Les droits sexuels et reproductifs sont des droits fondamentaux et vitaux, mais les considérations économiques dans lesquelles les femmes peuvent les exercer et leur autonomie sont fondamentales, et les femmes intègrent les contraintes extérieures et ont parfois du mal à s'en extraire. De même, Stéphane, met une opposition qui me semble très largement admise entre les hommes à l'extérieur et les femmes à l'intérieur, et qu'ils font peu de choses ensemble et que ça l'interpelle. Je pense que dans beaucoup d'associations de terrain, on peut faire ce constat-là. Quelles sont les solutions? Vous pourrez y répondre très certainement en partie. Michel soulève une question
qui est intéressante sur les femmes qui n'ont pas accès aux droits sexuels et reproductifs sont davantage soumises, certes, mais il ne suffit pas d'avoir ces droits pour les utiliser. Et donc, pourquoi ne les utilise-t-on pas ? Et sa réponse, c'est le niveau d'éducation. Mais ce niveau d'éducation est-il le critère dominant ? Est-il un parmi d'autres ? Je suis médecin gynécologue et militante féministe. Je voudrais revenir sur ce qu'a souligné Madame Ferrand et Daniel Gaudry. Et c'est très intéressant parce que pour moi, en effet, ce que dit Daniel sur la difficulté des femmes d'accès à la contraception est lié à l'exercice d'une liberté, des libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté d'être soi, de se déplacer, de choisir son destin et de disposer de son corps. Et en fait, nous avons lutté pendant des années pour qu'il y ait accès au droit à la contraception, à l'avortement, et on peut dire que les choses sont acquises en France. Et je crois que Mme Ferrand a raison, et que nous devons maintenant nous attacher à ce que les femmes exercent leurs droits en tant que citoyennes, en tant que femmes, parce qu'il n'y a que dans la mesure où elles pourront les exercer, que s'amélioreront leur accès, par exemple, au droit à la reproduction. Je crois que là-dessus, c'est très intéressant de le souligner, que le travail maintenant est différent d'il y a 30 ans. Bonjour, moi je m'appelle Arlindo. Je suis activiste PD. Par ailleurs, papa de deux filles. Voilà. J'ai jamais eu de relation sexuelle avec des filles. Et néanmoins, j'ai 2 filles. Il se trouve que j'ai eu, grâce à la complicité d'un gynécologue obstétricien, une 2e fille, et que et qui a été dans le cadre, on va dire, d'une clinique. Donc voilà. Ma question est en fait un peu mon regret, c'est que depuis tout à l'heure sur la thématique et le privé politique, il y a que Madame Ferrand qui a évoqué les lesbiennes. Voilà. Donc à la fois les lesbiennes sont doublement discriminées en tant que femmes et en tant que lesbiennes. Et je trouve que le sujet n'a pas été abordé, et je pense que ça aurait été bien de l'aborder aussi sous cet angle-là, parce que pour le coup, on reste pas mal là dans le système binaire homme-femme, sans évoquer le reste. Et je pense que d'attaquer cette discussion là sous cet angle-là pourrait ouvrir un petit peu plus le débat, parce que je vais le dire comme je le pense, mais je pense que là on a un peu enfoncé des portes ouvertes. Si c'est pour juste s'auto-féliciter ou se féliciter de ça, voilà, je pense que c'est bien de donner un petit peu plus de corps à la thématique. Est-ce que le privé est politique? Donc voilà, ma question, elle tourne aussi pourquoi une discrimination quand on est lesbienne, mais aussi quand on est un homme PD et qu'on a envie d'avoir des enfants. Quelle est la place de ce type d'homme-là dans la discussion? Paris. En fait, j'aimerais aussi que soit évoqué après, par la suite, une des choses dont on n'a pas parlé pour justement le droit reproductif des femmes, finalement qui est placé dans un schéma hétérosexuel. J'ai du mal à dire ce mot, pardon. Quand on pense à l'AMP, à l'assistance médicale à la procréation, où justement, pour y avoir accès, il faut pouvoir prouver qu'on est en couple stable, et couple stable est égal à être hétéro depuis un certain moment et le prouver. Voilà, si ça peut être également évoqué. Doctorante, j'aimerais simplement parler de 2 points de détail et puis poser une question à Michel Ferrand. Le premier point de détail, c'est peut-être critiquer un petit peu la naturalisation qui peut être sous-jacente à l'analyse de la contraception et de l'avortement en termes de mise à égalité entre les hommes et les femmes.
parce que c'est laisser entendre que l'inégalité est liée à quelque chose de biologique, à savoir un risque biologique, enfin un risque naturel qui serait la grossesse. Or, la vraie inégalité entre les hommes et les femmes par rapport à la grossesse, c'est quand même le travail parental, et c'est la division du travail et non le fait de tomber enceinte qui détermine le statut subordonné des femmes autour des questions de grossesse. Donc ça, c'était le premier point. Donc c'était éventuellement recadrer cet enjeu de naturalisation autour de la contraception. Le deuxième point de détail, il s'adresse à Monsieur le pasteur par rapport à l'usage que l'on peut faire de l'exposition le zizi sexuel. C'est une très mauvaise idée. C'est de la propagande viriliste de masse. Il faut savoir qui est Zep quand même, hein, le créateur de Titeuf. C'est quand même l'une des œuvres virilistes en termes de BD française qui est la plus violente. Il y a des thèses qui sont développées. J'en ai fait une analyse très précise, donc je connais particulièrement de quoi je parle. Il y a des thèses systématiques de dégradation des femmes, d'objectification, une explication des règles en termes de perte des boules, comme disent les mecs, à savoir que les femmes seraient castrées au sens freudien du terme, et c'est pour ça qu'elles auraient des règles. Enfin, je vous passe, il y a des détails dans Titeuf qui sont gravissimes, en particulier dans l'exposition du zizi sexuel. Il y a, puisqu'on est aujourd'hui en train de parler de sexualité, et que la sexualité est le lieu même de l'antagonisme de classe entre les hommes et les femmes, il y a chez Titeuf, et dans l'expo du zizi sexuel, l'illustration de la sexualité pour les femmes en termes d'agression physique, qui est métaphorisée par une infirmière qui fait une injection extrêmement violente à Titeuf. Bon, et donc ça, c'était le deuxième point. Et la question à Michel Ferrand, c'était, j'ai trouvé certains des points intéressants, en particulier ce que vous disiez sur l'enquête CSF, et j'aurais aimé savoir, si vous pouviez développer un certain nombre de questions qui ont été soulevées par cette enquête et qui vraiment montrent à quel point le privé est politique, comme vous l'avez fait sur la question sur les besoins sexuels différenciés. D'accord avec elle pour dénoncer la naturalisation d'un certain nombre de nos réflexions un peu trop rapides, tout simplement, hein, puisque c'est le problème de répondre en 5 minutes en faisant un exposé théorique avec préalable avant est absolument impossible. Hein, mais je ne pense pas qu'elle puisse me soupçonner de naturalisation. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'elle soulève un vrai problème, qui est que dans cette enquête CSF, on a essayé de saisir un certain nombre de normes, de normes dans lesquelles se développent les représentations en termes de sexualité, et on a en même temps essayé de saisir des évolutions, justement. Or, on ne peut pas saisir des évolutions quand on n'a pas de points. Ces questions n'avaient pas été posées dans la première enquête à CSF, donc on les avait pas. On ne peut que se projeter dans la future enquête qui sera financée, j'espère, dans 10 ans sur la sexualité en France. Mais, par contre, toutes nos investigations, toutes nos réflexions montrent bien, quand on compare génération par génération, puisque grâce au fait que la population est très large et qu'on a des groupes, on peut voir quand même des représentations dominantes qui changent. Et moi, ce qui m'inquiète, alors elle n'est pas d'accord avec moi là, parce qu'elle plutôt elle dit que elle n'est pas encore convaincue. Je trouve moi que par rapport aux années 70-80, il y a une remontée de la réaffirmation de la différence des sexes, qui se place à 2 niveaux. D'une part, sur le plan d'une remontée de la valeur maternité. Hein, moi, j'appelle ça la maternitude. Et je prendrai comme exemple simplement qu'on n'a jamais vu Catherine Deneuve enceinte. Hein, jamais. Elle a eu 2 enfants. On l'a jamais vue enceinte, hein, en photo dans les magazines. Par contre, Madonna, machin chose, etc., exposent leur ventre et le bonheur d'être... et il y a même eu un article dans Elle, juste avant les vacances, Allaiter glamour. Allaiter glamour. Comment rester glamour en allaitant, hein. Et ça, c'est la deuxième évolution. Alors que dans les années 70, il semblait qu'à la suite du mouvement des femmes, on allait justement vers
un androgyna, on peut dire, ou plutôt ce qu'on appelait la confusion des sexes, qui faisait peur à tout le monde d'ailleurs. Et effectivement, garçons et filles n'étaient pas très très différents dans leur look. On a vu dans les années 80-90 le retour en force de la guêpière, du talon haut et de la séduction. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez analysé à l'heure actuelle. Je crois qu'il y a Keren Jonas qui l'ait fait dont j'ai entendu parler. C'est l'influence des néo-darwiniens ou de la psychologie évolutionniste, je sais pas comment. Mais vous savez, grosso modo, ça va vous parler tout de suite. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Voilà. Et qui ont une influence sur les représentations qui va dans le sens d'une différenciation accrue des sexes et de l'idée absolument, pourtant totalement remise en cause justement par l'homosexualité, que s'il y avait plus de différence des sexes, il y aurait plus de désir. Et comme dit Christine Delphi, quand elle va acheter du pain, elle ne parle pas à sa boulangère parce que c'est elle-même sa boulangère, donc elle ne s'adresse qu'au boulanger. Donc je pense que et que dans toute la pratique des droits reproductifs dont on traite aujourd'hui, il y a quelque chose de fondamental dans ce non-questionnement du retour du naturalisme. C'est-à-dire qu'on a des droits, mais ces droits, justement, ils sont que pour les femmes. Ils sont que pour les femmes. Évidemment, il y a qu'elles qui sont enceintes, mais c'est pas vrai. Les droits sexuels, et notamment le droit à ne pas être violé, c'est valable pour les hommes aussi. Il y a des hommes violés. Il y a des hommes battus. Il y a moins que les femmes. Et les hommes violés ne sont pas violés par les femmes, c'est vrai. Mais bon, arrêtons de biologiser et peut-être qu'on verra ce qu'il y a derrière. Aborder tout ce qui concerne l'homoparentalité, parce que là, on n'avait vraiment pas le temps, mais c'est un sujet qui nous préoccupe largement. Et c'est vrai qu'on en débat beaucoup plus là actuellement dans ce qu'on peut faire autour de la... Alors, j'aime pas le mot... j'allais dire la relecture des lois bioéthiques, puisque quand on parle homoparentalité et qu'on parle insémination dans quel couple et que c'est défini par la loi, effectivement actuellement c'est défini par comme quoi c'est un couple hétérosexuel vivant ensemble au moins depuis 2 ans, etc. Et là actuellement dans les débats c'est rediscuté. Donc c'est vrai que c'est plus dans ce cadre-là que en tout cas en tant qu'association nous en débattons. Mais c'est vrai que là je l'avais évoqué juste dans les droits donc qui ne sont pas en matière de santé mais en matière de choix de vie, mais je suis passée très vite dessus effectivement. Je remarque en fait, c'est dire que vous racontez vite fait comment ça s'est passé. Moi j'ai juste été dans une mairie, j'ai eu un contrat de concubinage. J'ai fait mon hétérosexuel, c'était d'ailleurs très drôle, pendant 2 minutes, j'ai signé le papier, le dossier dans la clinique où ça s'est passé a été accepté. Voilà, donc ok, oui, il y a... Enfin, c'est qu'il y a la complicité heureuse de gynécologues obstétriciens qui existe déjà. Je voulais juste réaffirmer ça. Donc là, pour le coup, il y a un travail aussi politique à faire du côté des gynécologues obstétriciens et à lancer là-dessus, quoi. Merci. Qu'on m'a interpellé là-dessus. Je veux bien croire que ma vigilance quant au virilisme de ZEP a été pris en défaut. Ça m'intéresse de pouvoir lire des choses là-dessus, d'autant que je pense que ma fille doit avoir un certain nombre de ses albums ainsi que des albums de sa faut que je les brûle, d'accord, brûler les livres, bon, et des albums aussi de sa compagne qui fait aussi de la bande dessinée, et que vous voilà, et je pense effectivement la BD, le cinéma, tout ça sont des technologies de genre assez puissantes et qu'il faut essayer de réfléchir à ce qui passe comme ça en contrebande, même si effectivement l'exposition m'avait pas autant frappé que ça. Mais je vais bien en discuter après pour que vous me disiez ce qui était viriliste dans l'exposition en tout cas. Je pense qu'effectivement on a peut-être oublié qu'en termes d'égalité des droits reproductifs, certains hommes et certaines femmes n'ont effectivement pas l'égalité des droits, donc pas l'accès à la PMA,
à l'adoption pour les couples gays ou couples de lesbiennes, que se pose la question effectivement de l'égalité des droits pour les coparents, qu'on a vu passer une loi et qu'on aimerait bien qu'on n'ait pas seulement vu passer, mais qu'elle revienne, et que cette ouverture de nouveaux droits pour les personnes LGBT sera aussi une ouverture pour les personnes hétéros, et qui me permettra moi effectivement comme coparent d'avoir un rapport sans doute, un rapport de droit et de devoir avec ma belle-fille qui serait d'abord quelque chose de favorable pour elle. Dans tout ça, ce qui m'inquiète dans la résistance à cette égalité des droits, c'est qu'on voit, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais un retour du biologique, c'est-à-dire que c'est la réalité biologique qui dirait à nouveau la réalité de la famille, de la parentalité, de la conjugalité, etc. Et ça, je pense que non seulement c'est un retour sur une partie du droit républicain qui en faisait d'abord quelque chose de l'ordre d'une parole artificielle au bon sens du terme. Et puis même comme pasteur, je suis un peu inquiet quand je vois la fédération protestante qu'elle se prononce pas favorablement à l'accès à la PMA pour les couples homosexuels. Ça m'étonne pas énormément. Je les considère comme pas, effectivement, je pense qu'ils sont un peu progressistes, mais pas jusque là quand même. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'argumentation qui est donnée, c'est-à-dire qu'on dit on va pas ouvrir le droit à la PMA ou l'adoption pour les couples homosexuels parce qu'il faut que les enfants arrivent dans des familles ordinaires. Alors, des familles ordinaires, je ne sais pas ce que c'est. Les familles hétérosexuelles sont pas particulièrement ordinaires et pas exemplaires. Et alors, amusez-vous à aller regarder dans la Bible les familles du côté des patriarches. Vous allez voir que c'est tout des familles ordinaires et ils ont des enfants à 90 ans, en ayant des enfants où souvent c'est pas la femme du patriarche qui donne les enfants, mais l'esclave la servante du patriarche. Donc la Bible est remplie de tout sauf de familles ordinaires. Alors je me demande sur quoi ils basent leur défense de la famille ordinaire, alors que comme protestants, ils devraient se référer d'abord aux textes bibliques et pas aux réalités bourgeoises et normatives de la société. C'était plutôt un éclaircissement par rapport à ce que Michel Ferrand avait dit en dernier, par rapport à l'existence des droits, c'était pas le fait que les droits existaient qui permettait aux femmes d'exercer ces droits. Alors je fais toujours un parallèle, peut-être c'est mon histoire qui me joue des mauvais coups, mais je trouve que l'existence des droits est importante, même si on ne les utilise pas. On le voit très bien, par exemple, si on fait un parallèle sur le droit de vote, par exemple, je trouve que le fait que le droit de vote existe dans les pays démocratiques, on peut l'exercer, ce droit ou pas, mais rien que le fait qu'il existe, c'est une façon d'exercer une démocratie. Donc pour les droits sexuels et reproductifs, même si les femmes et les hommes ne les utilisent pas, le fait qu'ils existent, je pense que ça aide à changer les comportements. Anne Le Gall, je voudrais revenir sur ce que a dit Stéphane, en disant démocratiser le couple, faire passer dans le fond un certain esprit démocratique dans le couple. Alors moi, ce genre de phrase, je trouve ça extraordinaire. Parce que les couples, ceux auxquels apparemment il a affaire, mais c'est une structure profondément antidémocratique. En soi, structurellement, politiquement, organiquement. Et faire glisser de la démocratie dans l'antidémocratie, ça conduit en général à affaiblir la démocratie. Alors, eh ben oui, c'est ça qui pose le problème. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller par tant d'adoucissement, de compréhension, de tout un tas de choses, tant et si bien que c'est plutôt la démocratie qui, là, pose un problème dans ce genre de couple. Alors, je ne crois pas qu'on démocratise les couples. On les adapte aux exigences d'une société, au mieux. Et c'est déjà le pire. Mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. Parce que la structure des couples hétérosexuels, c'est une structure politique, archaïque, extrêmement ancienne, et il faut quand même bien dire qu'elle est viscéralement antidémocratique. Alors, il faut au moins commencer par rappeler ça. Après, on verra ce qu'on peut en faire. Bon. Je vais donc dire une chose. D'abord, la question qui m'a quand même intéressée, c'est l'expression transcendance. Il va quand même falloir qu'on fasse une analyse philosophique de la transcendance, parce que pour l'instant ici,
l'expression transcendance est employée très souvent comme une espèce d'immunité du rationnel, d'ailleurs des exigences politiques les plus élémentaires. C'est un territoire de non-droit philosophique. Alors, j'aimerais quand même qu'un jour on l'étudie comme ça, peut-être sur le plan culturel. Et je dirais à Michel Ferrand que je trouve très important ce qu'elle dit sur l'histoire d'héritier. Et j'aimerais aller plus loin parce que moi je pense comme elle. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle pense exactement d'ailleurs, mais pour ma part, je peux dire que je ne suis pas entièrement de l'avis de Françoise Héritier sur l'espèce de conversion que ces droits, de conversion politique, aussi importants soient-ils, élémentaires, malgré tous les obstacles à leur application, il reste quelque chose dans les structures même politiques qui est irréductible tant qu'il n'y a pas un changement politique, d'ailleurs, qu'on appelle en général culturel, ce qui fait que ça prend à la fois beaucoup de temps et c'est très subjectif. C'est quelque chose de la commission femmes d'attaque. Je voulais revenir sur ce que Michel Ferrand a développé dans sa dernière intervention concernant le fait que avoir des droits n'est pas une garantie, que l'acquisition des droits reproductifs n'est pas dans tous les cas, n'est donc pas une garantie de la volonté de lutter pour la suite, disons, de l'émancipation des femmes. Alors, je pense que c'est la limitation du temps qui vous a fait employer des formules comme ça, parce que comment dire, je trouve que c'est un petit peu trop schématique dans la mesure où je pense quand même que si, par exemple, Françoise Héritier, quand elle dit que l'acquisition des droits reproductifs est une véritable révolution, moi je suis d'accord avec elle. Et c'est pas parce que c'est une révolution que effectivement tout est réglé et que qu'on s'arrête, qu'on se repose et puis qu'il n'y a plus rien à revendiquer et à aller plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous pensez pas que en réalité, dans les années où en France, par exemple, on a acquis ces droits, il y a eu en même temps. Enfin, ce que je veux dire pour être rapide, c'est que il y a eu une conjonction de facteurs qui sont l'acquisition des droits reproductifs, l'augmentation du niveau de scolarisation des filles, de la qualité de leur éducation, et tout ça a conduit quand même, il ne faut pas l'oublier, au fait que quand la vague néolibérale est arrivée, les femmes en France, elles sont restées dans le monde du travail. Certes, beaucoup d'emplois ont été créés, ont été créés sur le mode du temps partiel, alors qu'avant les femmes rentraient dans le travail à temps plein. Ça, c'est une régression. Mais je veux dire, il y a eu quand même les femmes, grâce à tout ce qui avait été acquis avant, elles ont pu quand même continuer à rester dans le monde du travail. Et quelque part quand même, cette salarisation des femmes, qui est due à tout ce qu'on a décrit avant, elle fait partie aussi d'un pas dans leur autonomie. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce que vous pensez pas qu'en fait, il y a une multitude de facteurs dont les droits reproductifs, qui sont à l'origine d'une avancée. Je suis persuadée qu'il y a des retours en arrière qui ne seront pas possibles. Françoise Barré-Ducrot. Oui, moi je voulais dire que naturellement l'acquisition des droits reproductifs n'est absolument pas suffisant en soi pour provoquer un changement d'une situation qui est absolument archaïque et qui ne risque pas de changer aussi rapidement que ce soit. Je ne pense pas d'ailleurs que c'est ce que disait exactement Françoise Héritier. Et je voudrais simplement... Non, elle a dit que c'était le début de quelque chose, que c'était quelque chose qui permettait. Je voulais simplement donner un exemple d'historienne. Il se trouve que j'ai écrit des petites choses sur la sexualité et les femmes, les mères célibataires au XIXe siècle en Angleterre. Et ce que disait Michel Ferrand sur
cette inégalité de situation des femmes par rapport à l'inégalité de droit, elle se manifestait d'une autre manière. Alors le désir, l'amour, comme disait Lipinski tout à l'heure, une espèce de négligence amoureuse aussi, puisqu'on parlait de ce qui se passait le matin après avoir déjà fait l'amour dans la nuit. Eh bien tout cela, ce sont des facteurs humains qui ne risquent pas de diminuer et de se transformer rapidement ou même de disparaître. Qu'est-ce qui se passait au XIXe siècle? Les filles qui se trouvaient dans cette situation-là, elles pensaient qu'elles avaient un droit à pouvoir faire reconnaître l'enfant qu'elle portait. Et elles arguaient du fait qu'on leur avait donné une promesse de mariage. Elles considéraient que cette promesse de mariage, cette espèce de parapluie juridique, était quelque chose qui allait leur permettre d'éviter la honte et surtout de pouvoir élever leur enfant. Évidemment, la plupart du temps, les hommes niaient et refusaient complètement d'honorer ou bien se partaient tout simplement. Là, quand même, à partir du moment où il y a en droit le parapluie, c'est la possibilité, c'est la pilule du lendemain, ou c'est l'avortement, ou c'est quand même beaucoup d'autres choses possibles, c'est des services publics. Et là, je crois que vraiment, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, et je tiens à montrer qu'il y a quand même quelque chose de très important qui s'est produit à partir du moment où les femmes ont, d'une manière ou d'une autre, toutes en France, la possibilité d'être rattrapées après ces débordements amoureux. Je ne parle pas des viols. Je suis membre de l'association Femmes et Sciences. Je voudrais revenir pour signaler quelque chose sur ce qu'a dit une intervenante tout à l'heure. On parlait de l'intériorisation des phénomènes dominants, l'intériorisation des choses qui en fait étaient un obstacle, et elle a signalé le fait que les femmes continuaient à travailler, etc., etc. Alors je crois que c'est vrai, mais je crois qu'il faudrait signaler aussi qu'actuellement les femmes ont en général des travaux qui sont moins rémunérés que les hommes, et que l'accès aux droits de reproduction et la position de la femme n'a pas changé ça. En particulier, la représentation dans les milieux scientifiques, ce qu'on appelle sciences dures, où les femmes sont toujours très, très, très peu nombreuses, en partie parce qu'on ne les laisse pas monter, en partie parce qu'elles ne se donnent pas le droit de le faire. Réagir par rapport à ce qu'a dit Michel Ferrand tout à l'heure sur le retour du naturalisme et la valeur de la maternité, ce qu'elle appelait la maternitude, le retour de la séduction, etc. Et enfin, moi, ça me renvoie quand même à des contradictions très fortes, ça, parce que c'est vrai qu'on voit aussi bien les femmes ministres que actrices, etc., mettre en avant leur ventre, leur maternité, etc. Et à la fois, comment dire, il y a... Enfin, pour moi, c'est aussi le retour... en force du patriarcat. Non pas, ces femmes ne montrent pas leur ventre, me semble-t-il, parce que elles affirment leur volonté de maternité, leur modernité, enfin, etc., etc. Mais c'est aussi, je le ressens comme ça, un retour en force du patriarcat, et dans ce qui est ressenti dans dans nos quartiers populaires. Bon, moi je siège dans différents lycées de banlieue, et où j'entends beaucoup de choses sur la montée du virilisme dans les classes, les relations amoureuses extrêmement difficiles entre les filles et les garçons, très violentes, avec une négation du plaisir des filles, hein, et bon, l'obligation de rapport anaux, enfin des choses de cette nature. Où est le plaisir là-dedans? Marc Lipinski parlait tout à l'heure de l'amour. On a l'impression que le biologisme
mis en avant plus que la pensée, quoi. Enfin, je sais pas, mais là il y a vraiment un retour des rôles traditionnels et j'ai plutôt moi l'impression, contrairement à ce que disait peut-être Jacqueline, qu'on est sur un retour en arrière. De nier l'importance de ces droits sexuels et reproductifs. Je suis né en 1945 et pour moi la pilule a été effectivement une révolution. La pilule hyper dosée qui nous faisait gonfler les jambes, mais bref, la disparition de la hantise de la grossesse a été effectivement par exemple, avec Michel Boson prétend qu'on parle de révolution sexuelle, mais qu'il n'y a pas eu de révolution sexuelle. Et nous, on lui dit, s'il y a eu une révolution sexuelle, pour nous, en tous les cas. Pour les hommes, ça n'a pas changé grand-chose, peut-être, mais pour les femmes, ça a vraiment changé quelque chose, et ça a vraiment changé quelque chose dans le sens du plaisir. Mais, là encore, vous avez raison, je suis d'accord avec vous sur les avancées, la situation des femmes dans la société française a fait des progrès absolument incroyables depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je vous renvoie à mon petit bouquin féminin-masculin dans la collection Repères. Vous verrez, je traite là par chapitre, et effectivement, il y a des avancées. Mais, pour autant, comme le dit Margaret Maruani, 2 pas en avant, 1 pas en arrière ou l'inverse. C'est-à-dire que tout ça, il y a des acquis qui sont peut-être pas remis en question, mais on voit bien que depuis 1995, on a un retour en arrière, effectivement, qui est tout à fait lisible dans les statistiques, sauf sur un point, la scolarisation. Les filles sont de plus en plus meilleures à l'école que les garçons. Voilà. Et maintenant, elles les ont dépassés au niveau des 3e cycles. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et elles rentrent un peu plus dans des filières difficiles comme les mathématiques ou la physique, où les garçons sortent d'ailleurs, ils y vont plus, donc on peut se poser des questions. Mais n'empêche que c'est le coup du verre à moitié plein et à moitié vide. Et ce satané droit reproductif, droit de choisir, droit de faire les enfants qu'on veut, au moment où on le veut, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais en tous les cas, on peut empêcher une naissance dont on ne veut plus, ça a transformé aussi l'image de la maternité. Et maintenant, les femmes qui ont choisi de mettre au monde cet enfant qu'elles ont profondément désiré, elles se doivent d'être les meilleures des mères, et que je sache, c'est pour ça que je suis là tout à fait d'accord avec Annie Ferrand, la maternité c'est pas la grossesse, mais on peut encore une fois pas parler de tout en même temps, et que aujourd'hui la parentalité justement se traduit essentiellement par la disponibilité maternelle d'abord. Et là aussi, il y a une certaine difficulté, ou plutôt on fait passer pour de l'épanouissement quelque chose qui rend bien service à la société. C'est-à-dire qu'on a complètement échoué sur un des aspects du mouvement féministe qui était la socialisation de la parentalité. Et que là aussi, il y a un retour, c'est pour ça que j'appelle ça la maternitude. Après tout, si cet enfant, elle n'en voulait pas, elle pouvait ne pas le faire. Hein? Donc maintenant, et l'image de la mère travailleuse qui doit se consacrer à son... Alors ça se modifie aussi pour les pères, mais pas de la même façon. Et on le voit bien dans les emplois du temps parentaux, notamment. Donc bien sûr, il y a des avancées. Je pense que là encore, par rapport à d'autres pays, etc., etc. Mais encore une fois, dès qu'on interroge quelque chose qui est de l'ordre de la différence des sexes, on retombe sur des stéréotypes, sur des réenfermements, des réassurances, des retours en arrière, etc., etc. Pour aller un petit peu dans le même sens, parce que je travaille en maternité, donc je vois tous les jours des situations où, paradoxalement, la femme est enfermée dans son rôle de mère, avec et malgré le congé de paternité qui date d'il y a quelques années, je veux dire,
n'empêche que le congé de paternité va servir à tout à fait autre chose qu'à jouer le rôle principal d'aide et de parents. Alors, les filles, c'est vrai, à l'école, ont acquis une égalité presque parfaite. Pas tout, je dirais. Elles ont beaucoup progressé, j'allais dire, au niveau de l'école, en sachant qu'elles s'aperçoivent qu'elles sont plus du tout égales quand elles commencent à rentrer dans le monde du travail. Oui, mais elles sont surprises, j'allais dire. Elles ont l'impression, tant qu'elles sont dans le milieu scolaire, même supérieur, elles ont cette impression un petit peu. Et elles rentrent, on leur pose la première question qu'on va leur poser, c'est: avez-vous des enfants et en voulez-vous? Ce qu'on ne pose pas forcément comme question aux jeunes hommes qu'on embauche. Et leur troisième surprise peut-être, ou xème surprise, ça va être quand elles vont être enceintes et qu'on fait la déclaration de grossesse et qu'elles vont l'annoncer dans leur entreprise. Et là, elles sont mises quasiment, pour beaucoup, au rebut. On leur donne des rôles. Je vois beaucoup, moi, de premières vendeuses qui se retrouvent à être dans la réserve pour le stock. Je vois des cadres qui se retrouvent à gérer des dossiers sans importance, alors que jusqu'à présent, elles en avaient. Et ça, c'est tous les jours. Et alors, avec cette démarche qui leur dit: oui, la maternité, c'est tellement important que vous n'avez plus de place dans le monde du travail, mesdames, elles se retrouvent, et ça, c'est vrai que moi j'ai du mal à le comprendre, mais vous pourrez sans doute me l'expliquer, à vouloir allaiter pendant 6 mois, 1 an, à ne faire que ça à nous demander des arrêts supplémentaires ou après le congé maternité pour allaiter leur enfant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, il y a une contradiction entre le monde du travail, dans lequel quand même les femmes françaises restent beaucoup, peut-être pas comme elles voudraient, peut-être pas à temps complet et à temps choisi surtout, mais en tout cas, on se retrouve avec des femmes qui arrivent à ne concevoir qu'il n'y a qu'elles qui peuvent s'occuper de leur enfant. C'est-à-dire qu'on a des couples mère-enfant où l'enfant ne quitte jamais sa mère, même pour être confié. Ah non, j'ai personne pour le garder, je peux pas venir. Je peux rien faire d'autre que garder mon enfant. Et on a ces réactions, et c'est pas exceptionnel. Et ça, enfin, moi, vieille militante, je veux dire, ça m'interroge beaucoup de savoir que, alors je sais bien qu'il y a des problèmes d'organisation de garde de petite enfance, hein, c'est vrai, mais il y a quand même quelque part là une non-réactivité, un non-passage dans l'action à vouloir réclamer d'autres organisations. Et ça, c'est effectivement, c'est une régression que on constate. Et moi, ça m'interroge, je dois dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très interpellée par cette histoire du niveau de formation tellement plus élevé des filles au cours des 30 dernières années. C'est un leurre. C'est un vrai leurre. On leur a dit, formez-vous, et ça ira mieux pour vous dans le monde de l'emploi. Et en réalité, aujourd'hui, tout le problème de l'infériorisation des femmes dans le monde du travail, c'est celui d'un fossé qui s'accroît. Plus elles sont formées et diplômées, et plus le type d'emploi dans lequel elles se retrouvent est distant. Donc là, il y a vraiment un grand problème. Si on parle de l'histoire des femmes dans les dernières 30 années, je crois qu'il faut vraiment s'arrêter sur la question de la formation. Je dis ça au passage. Et puis, j'avais aussi envie de dire une chose à propos de ce que Françoise Barré-Ducrot a dit. Je me souvenais que dans les années 70, on disait que l'amour était responsable principalement de l'infériorisation des femmes dans la société. C'était la faute de l'amour. Je vais être un peu décalé, puisque dernière question qui me concernait était sur la transcendance et la démocratie sexuelle. Je voudrais partir de là où je parle, c'est-à-dire que quand moi j'ouvre le texte biblique, comme croyant, j'y trouve un lien avec la transcendance. Je n'y trouve pas et je n'y cherche pas des réponses, des modèles et des formats.
D'abord parce que si on est honnête avec ce texte-là, il y a des choses qui partent dans tous les sens, et donc celui qui pourra trouver une famille chrétienne là-dedans, je suis intéressé, mais il y a une telle diversité justement des modèles que ça serait pas très honnête de croire qu'on pourrait y trouver des normes. Je l'utilise comme quelque chose qui m'interroge justement, qui me permet de me décaler, mais comme n'importe quel texte mythique, comme n'importe quel texte anthropologique d'une autre époque, par rapport aux réalités et aux vérités qu'on peut avoir, qu'on peut se reconstruire dans ce monde-là. Je prends un exemple dans le débat récemment. On nous dit sur la question de l'homoparentalité, la phrase classique, pour un enfant, il faut un père et une mère. Puis en général, les gens qui vous disent ça, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'argumenter beaucoup plus derrière, ça leur semble une vérité, une évidence. Et puis ceux qui creusent un peu plus, du côté des religieux, vont vous dire, regardez, il y a Adam et Ève, il les créa hommes et femmes. Alors, ils oublient de lire la suite où ils ont un certain nombre d'enfants, par exemple Abel et Caïn, dont je vous rappelle qu'entre deux, ça se termine pas très bien, parce qu'il y a un frère qui tue l'autre. Donc en termes de famille modèle qui construit des enfants équilibrés ensuite, ça, c'est discutable. Et puis du côté de la psychanalyse, on a certains discours psychanalystes lacaniens conservateurs qui vont vous expliquer comment l'importance du père pour séparer contre l'englument de la mère. Et le terme englument, je le prends d'un livre que j'ai lu encore cet été de Monsieur Lebrun, Un monde sans limite. Pour toutes les féministes, je vous invite à le lire. Vous allez le brûler avec les livres de Zeb, je pense. Voilà. Et donc là, ça se présente aussi comme un discours à peu près aussi indiscutable que celui des religieux qui sortent Adam et Ève comme modèle. C'est-à-dire qu'on dit c'est la science, c'est la réalité. Et donc, quand on parle de démocratie sexuelle, c'est justement le fait que dans les mouvements féministes, les mouvements LGBT depuis 40 ans, on dit que on fait en sorte que certaines questions qui avant n'étaient pas discutables, parce que c'était l'ordre naturel, parce que c'était les vérités transcendantes, n'étaient plus soustraites au débat démocratique et devaient aussi être discutées. Donc je voulais repréciser ça sur le terme de démocratie sexuelle qui pour décaler un peu la question de est-ce que dans le couple on peut avoir une démocratie, c'est plutôt de l'ordre de l'idée que des questions qui avant étaient soustraites au débat démocratique, notamment dans les questions sexuelles, le sont à nouveau. Et que je pense que c'est aussi une bonne chose pour les religions d'avoir été secouées sur ce domaine-là, pour être obligées d'inventer une place du transcendant qui soit plus riche pour les croyants et qui soit plus en capacité de participer au débat démocratique, mais pas comme des gens qui auraient la vérité transcendante, mais pour être des débattants comme les autres, comme n'importe quelle ONG ou association qui parle de son expérience, de ses convictions, mais sans position surplombante au nom d'une transcendance. Je vais prendre la parole vite fait, mais parce que moi il y a un truc qui m'hallucine, notamment à ce que dit Madame Lou sur le retour au patriarcat et au virilisme. Comme on est dans le privé, que le privé est politique, et comme on est dans le couple aussi, très bien, on interroge le désir des femmes et donc ce que ça implique, mais ce serait bien aussi de questionner aussi le désir des hommes et de les écouter. C'est plutôt une information en fait qui peut sembler un peu décalée peut-être par rapport au débat, mais en fait, moi je travaille en région Île-de-France et je vais juste donner une information. La région organise la semaine de l'égalité du 30 novembre au 4 décembre, mais qui couvre l'ensemble des domaines d'inégalité ou de discrimination. Et je voulais vous donner cette information pour vous dire que Amina et moi qui travaillons sur le sujet, on est à votre disposition à la pause pour en discuter avec vous si vous avez envie de monter des initiatives associatives ou autres types d'organisations, puisque la région s'intéresse à l'ensemble des motifs de discrimination, donc y compris de façon transversale celles liées au sexe.